pense, dans l'auditoire, il y en a plein qui veulent s'engager, qui veulent faire quelque chose à son échelle. Et donc, voilà, par où commencer? Quelles sont les compétences peut-être qu'on peut développer? Qui contacter? Si vous avez des idées. Déjà, le fait d'être là, c'est commencer, je trouve, moi. Et je pense aussi à ceux qui nous regardent. C'est manifester un intérêt pour le sujet, quel que soit le niveau de granularité qu'on peut avoir dans la connaissance du sujet. C'est en parler autour de soi. Ça ne commence pas forcément par des grandes choses, hein, s'engager, parce que déjà, ne pas s'engager, c'est aussi une forme d'engagement. Donc, contribuer à pérenniser un système, c'est aussi une forme d'engagement. Quand on parle de systémie, c'est qu'on est quand même déjà dans un système. L'idée, c'est de ne pas remplacer un dogme par un autre dogme, c'est d'être beaucoup plus aussi dans l'ouverture. Moi, je rejoins aussi ce que dit Charlotte. Je pense qu'il faut rendre tout ça très sexy et très cool. Il faut que ce soit le nouveau cool, en fait, l'engagement, et que ce ne soit pas une nécessité impérieuse pour la survie de l'humanité. Il faut que ce soit une façon d'être, une façon de se représenter, et ça passe aussi par, à mon sens, mais ça, c'est ma déformation professionnelle de mon métier précédent, ça passe aussi par un changement de projecteur de la part des médias qui doit être braqué de façon équilibrée sur leur présentation du monde. Parce que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas quand on se réunit le soir de pleine lune au coin du feu à jouer du banjo avec un combi Volkswagen. Enfin, je veux dire, tous les jours, il y a des acteurs de changement merveilleux et qui ne sont pas suffisamment mis en avant et pas suffisamment soutenus et qui n'ont pas le temps de s'occuper aussi de leur communication parce qu'ils sont sur le champ de bataille. Donc, ça commence par s'intéresser aussi, faire preuve d'une ouverture d'esprit. Internet nous permet une addiction à plein de trucs, mais nous permet aussi une ouverture sur tout un tas de pratiques. Vous avez des conférences en ligne, il y a des webinars. Tanguy va être content parce que je fais la pub des prochains webinars du club Sustainability. Donc voilà, déjà, ça commence aussi par ça, ça commence par du bénévolat. Au sein d'associations, nous, on prend évidemment des gens très capés pour faire des bénévolats au sein d'Ashoka. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça c'est la première chose, ça permet de tomber comme Obélix dans la marmite, en fait, et de se dire, waouh, en fait, ça me transforme complètement intérieurement, et d'en parler autour de soi, après de devenir potentiellement un investisseur. Alors, j'aime pas dire... moi, je parle de social angel, donc j'aime bien parler de ça maintenant. Ça change de business angel. On est vraiment dans une dynamique sociale. Ça, pour moi, c'est capital. Donc, c'est tous ces moments-là, en fait, tout cet intérêt, ces chakras que vous allez ouvrir. Je crois que c'est François tout à l'heure qui parlait de déclencher, ça déclenche des choses chez les gens. C'est ça, en fait, qui est le démarrage. Et ce n'est pas, OK, demain, je monte ma start-up à impact. Ce n'est pas forcément ça, en fait. Et ça ne doit surtout pas être que ça, parce que sinon, on va se retrouver dans une autre balance qui ne va pas être la bonne non plus, quoi. Et, je pense que la confiance dans le monde de demain, elle s'établit qu'à l'épreuve des faits aussi. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les faits qui existent, parce que nous, ça fait quand même 40 ans qu'on opère chez Ashoka sur le terrain de l'innovation sociale, n'est pas suffisamment montré, n'est pas suffisamment incarné, en tout cas d'un point de vue médiatique ou dans des instances diverses aussi comme celle-ci. Donc, c'est une vraie chance que tu nous donnes, Marie, aussi, même si on est sur un public a priori averti, donc presque un peu convaincu aussi qu'il faut aller dans ce système-là. L'autre chose, c'est qu'évidemment, pour moi, et je partage cette conviction évidemment avec Santiago, certainement Charlotte et bien sûr François, c'est que les innovateurs sociaux, c'est la R&D des politiques publiques. Sauf qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas continuer à être perfusés par la philanthropie et il faut réellement que les pouvoirs publics s'emparent de ça. Je donne un petit exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'intervenais justement dans un espèce de bouillonnement d'idées auprès d'instances politiques et j'étais la seule représentante d'une ONG qui met en lumière des innovateurs sociaux. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas imaginer de pondre des idées sans avoir déjà l'existant. En fait, réinventez pas la roue. Aidez plutôt à passer à l'échelle des gens qui existent déjà. Et quand on parle de rénovation énergétique, quand on parle d'alimentation durable, quand on parle de pratiques pédagogiques différentes, il y a des milliers de personnes. Ashoka, c'est 3500 entrepreneurs sociaux dans le monde, dans 93 pays. Et encore, c'est une petite partie. Ils sont systémiques, évidemment. Et puis, en plus de ça, ils sont non-profit. Donc, c'est aussi une culture différente. Mais ça veut dire qu'il y a tout un pan de l'entrepreneuriat social qui nécessite aussi d'être soutenu. Et après, évidemment, je vous rejoins, ça fait plus d'un siècle qu'on est dans une taylorisation permanente, aussi bien des rapports humains que de l'industrie, que de tout ça. Donc, il y a siloté de plus en plus, et qui fait que même les process d'innovation sont aussi silotés et ne permettent pas d'inclure toutes les parties prenantes d'une entreprise dans ces systèmes-là, et même d'aller vers encore le grand autre, donc l'extérieur à l'entreprise, autrement dit l'innovateur social. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ces besoins de coalition permanente et d'être en capacité de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Un innovateur social, un corporate, une institution, une université, un chercheur, pour qu'on ait un process itératif tous, parce que la complexité du monde,
elle s'appréhende justement sans peur, mais pour qu'elle s'appréhende sans peur, il faut qu'elle soit nuancée, évidemment, qu'on ait de l'esprit critique aussi vis-à-vis de ça, qu'on soit très humble vis-à-vis aussi des progrès qu'on peut faire et des erreurs qu'on peut faire et qu'elles servent aussi à ça. Et la dernière chose, qu'on soit en mode coopératif. Ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on se dit, ouais, mais l'être humain, ops, l'homme est un loup pour l'homme. Pour moi, c'est des conneries, c'est des vraies conneries parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a une grande catastrophe, il y a une solidarité naturelle qui se crée. Moi, j'invite tout le monde à lire le livre fantastique de Rutger Bregman qui s'appelle Humanité et qui déconstruit toutes les croyances qu'on peut avoir justement sur cette faculté qu'on a, soi-disant, à ne pas aller les uns vers les autres. Super. Moi, je vais juste rajouter un tout petit truc. On parle beaucoup d'écologie, mais en fait, la transition, elle n'est pas qu'écologique, hein. C'est-à-dire que son pouvoir d'action, il est aussi dans le regard qu'on porte sur l'autre, ce grand autre qui fait si peur, surtout dans des cristallisations comme le débat politique qu'on l'amène aussi en ce moment. Donc, il faut bien garder ça en tête. Les ODD, ce n'est pas le bingo, je choisis le 2 et le 3. Hein. Ils sont tous liés, en fait. C'est très, très important de garder ça en tête. Il ne faut pas se contenter, de penser qu'à son impact environnemental, mais aussi son impact social.